Alors maintenant, encore dans les réalisateurs incontournables, bien sûr, on ne peut pas parler de la science-fiction sans James Cameron. Donc lui déjà c'est Terminator, c'est Aliens et c'est Terminator 2. Donc Terminator, je vais pas vous le présenter parce que c'est comme Star Wars, tout le monde l'a vu, tout le monde le connaît. Je vous montre simplement la version que j'ai 4 DVD, livré collector et machin chose. J'arrive pas à croire que maintenant on est déjà, je crois, à Terminator 6 et qu'ils n'ont pas fait un film potable depuis le 2 quoi. Le 3 est sympa, le 4 mérite d'être redécouvert parce que franchement il y a des trucs très chouettes dedans d'un point de vue visuel. Le 5 et le 6 par contre c'est poubelle. Et si ça vous intéresse, il y a un jeu vidéo qui s'appelle Terminator Resistance, qui a été fait par la même équipe qui ont fait le jeu vidéo Robocop qui est sorti cette année ou l'an dernier, je sais plus. Le gameplay est parfois un peu aux fraises, mais on retrouve vraiment l'ambiance du futur apocalyptique dévasté de Terminator 1 et 2, et c'est vraiment un plaisir de se balader dans cet environnement parce qu'il a été recréé de façon parfaitement fidèle par des fans du film, et ça se voit. Mais entre Aliens et Terminator 2, il a fait un petit écart de conduite. Il est passé à la plongée sous-marine parce que James Cameron, c'est un grand fan des fonds marins. Je crois que c'est un des premiers à atteindre une distance en profondeur la plus élevée, mais je me souviens plus des détails. Ce que je veux dire, c'est qu'il vit sa passion à travers le cinéma et à travers ses découvertes, qu'il finance justement grâce à ses films. Tout ça pour dire que entre Aliens et Terminator 2, il a fait un film qui s'appelle Abyss, qui n'est pas aussi connu que les autres. Et Abyss, en fait, c'est le film qui a révolutionné les images de synthèse comme on les connaît aujourd'hui. Je pense que c'est le premier film où on peut voir officiellement un visage humain recréé par ordinateur, et c'est donc l'équipe de James Cameron qui l'a fait. C'est aussi claustrophobe parce qu'il faut vraiment... on passe tout le film sous l'eau, quoi, littéralement, dans un sous-marin qui est prêt à craquer à n'importe quel moment. Il y a de la SF, je vous dis pas pourquoi, mais je voulais remettre ce film au goût du jour, tout simplement parce que il y a une version longue qui existe et qui change beaucoup de choses par rapport à la narration. Il y a un événement qui arrive dans la version longue qui n'existe même pas dans la version courte. Et c'est très rare, du moins à ma connaissance, de trouver une version longue du film aux USA. Maintenant, peut-être que avec tous les Blu-ray 4K, tout ça et tout ce qui est en téléchargement aujourd'hui sur les plateformes, c'est possible. Mais quand j'ai acheté ce DVD, c'était quasiment impossible de trouver la version longue du film. Donc voilà, je suis très fier de l'avoir et je voulais en parler tout simplement parce que Abyss, c'est pas le film le plus connu de James Cameron, mais c'est un de ses meilleurs. Un qui est pas du tout connu, bien sûr, hein, c'est Avatar. Si vous critiquez comme quoi c'est Pocahontas au pays des Schtroumpfs ou tout ça, ben écoutez, vous avez pas tort parce que officiellement c'est pas un film qui réinvente la poudre, hein, mais c'est pas non plus son intérêt. Il a pris des archétypes de personnages et l'histoire est assez basique. Il n'y a pas vraiment de rebondissement qu'on ne voit pas venir. Personnellement, pour moi, c'est la qualité de la narration et l'émerveillement visuel et sonore qui me happe à chaque fois. Je pense que ce film, c'est celui que j'ai vu le plus de fois au cinéma. J'ai dû le voir, je crois, 11 fois au cinéma en tout. Parce qu'en fait, je m'étais dit qu'une fois que ce film il sortirait en DVD, ben, ce serait plus jamais la même expérience sur un petit écran. Donc, je suis allé le voir autant de fois que possible, en VO, en VF, en 3D, en 2D, juste pour me plonger dans cet univers merveilleux de Pandora, quoi. J'adore l'acteur principal, Sam Worthington. Malheureusement, il a encore du mal à faire démarrer sa carrière après toutes ces années. Il y a Stephen Lang dans le rôle du méchant qui est vraiment génial. Il y a Zoé Saldana qui crève l'écran. La musique de James Horner est absolument magique. Et les effets spéciaux sont à tomber par terre, quoi. Il y a une version remasterisée qui a été faite récemment pour la sortie du 2. Et on voit malgré tout que les spéciaux ont déjà bien vieilli. Donc il faut constamment refaire l'image pour que ça garde sa pertinence en fait. Toujours dans les grands réalisateurs incontournables, Steven Spielberg, il a fait pas mal de films de SF. Est-ce que Jurassic Park c'est un film de SF? On va dire que non, donc je le compte pas. Il a fait AI, donc intelligence artificielle, avec Joel
Haley Joel Osment, qui est le garçon dans Sixième Sens avec Bruce Willis. Je l'ai pas revu depuis pratiquement 20 ans, donc j'ai pas d'avis à se donner dessus, faudra que je le revoie dans pas longtemps. Mais pour moi, celui que j'ai en DVD en tout cas, c'est Minority Report. Alors, coïncidence ou pas, c'est aussi basé sur un roman de Philip K. Dick. Donc, encore une fois, c'est dans les vieilles soupes qu'on fait les meilleures pots. C'est un thriller policier qui se passe dans un univers futuriste. Le casting est vraiment excellent, Tom Cruise et Colin Farrell en particulier. Max von Sydow, vous l'avez sûrement vu dans L'Exorciste par exemple, ou Le Septième Sceau de Ingmar Bergman si vous êtes un peu plus cinéphile. Mais c'est vraiment un film particulièrement dur, surtout pour un Spielberg à l'époque. C'est vraiment la direction artistique, parce que la photo est de... Laissez-moi regarder... Voilà, c'est de Kaminski. Je savais que c'était Kaminski. Kaminski, c'est celui qui a en fait remplacé Douglas Socombe dans les années 80 chez Spielberg. C'est celui qui a donné une image beaucoup plus granuleuse, avec des tons parfois monochromatiques, comme dans Munich par exemple. Et c'est un excellent directeur de la photo qui arrive très facilement à mettre le spectateur mal à l'aise, simplement en changeant les couleurs les couleurs de l'environnement, quoi. Et c'est un film qui vieillit pas, je trouve. Après, David Cronenberg, grand réalisateur encore des années 80-90, qui a réalisé Scanners. Scanners avec Michael Ironside, qui était donc dans Total Recall. L'atmosphère est poisseuse. Et si vous connaissez les Cronenberg de l'époque, ben ça gratte bien sous la peau, quoi. C'est pas des films qui vous laissent indifférents. C'est l'histoire en fait simplement de gens qui ont des pouvoirs supernaturels en fait, ou des pouvoirs psychiques, et qui peuvent littéralement faire exploser la tête de quelqu'un en le regardant. Et pour finir, dans cette trilogie, je vous propose L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam. Terry Gilliam est un ancien membre des Monty Python, qui pour autant a fait une grande carrière en tant que réalisateur, notamment avec Brasil, qui est une influence énorme sur la science-fiction un peu absurde et un peu dérangeante, qui se moque bien de la bureaucratie à outrance de la société moderne. Bruce Willis, on pense que ça pourrait être un film d'action, mais pas du tout. C'est vraiment un drame psychologique qui te prend aux tripes. C'est l'histoire d'un mec qui vient du futur pour empêcher une pandémie. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment la pandémie a commencé. Est-ce que ça fait partie d'une organisation terroriste qui a lâché un virus ou pas? Et il essaie d'en découvrir l'origine. Brad Pitt, dedans, a un second rôle absolument excellent. Complètement psycho, là aussi. On voit très rarement Brad Pitt dans ce genre de rôle, surtout à l'époque. Je me demande s'il n'est pas basé sur un roman, encore une fois, de quelqu'un. Ah non, celui-là, il est basé sur un scénario de David Peoples, qui est le scénariste de Blade Runner, mais aussi sur un film français qui s'appelle La Jetée. Je crois que La Jetée, c'est un court-métrage avec des acteurs français, et qui a été extrêmement bien reçu par la critique à l'époque par rapport à son ambition narrative, et donc L'Armée des 12 singes, ils en ont fait un film ensuite. Je sais qu'il y a une série télé qui est sortie qui s'appelle L'Armée des 12 singes, donc 12 Monkeys en anglais. Je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas du tout si c'est bien ou pas. Deux autres films de SF par des grands réalisateurs. On a Contact de Robert Zemeckis. Alors Zemeckis, vous le connaissez forcément puisque c'est réalisateur de Retour vers le futur, Forrest Gump, tout ça, quoi. C'est un très grand réalisateur américain. Et Contact, c'est basé aussi sur un bouquin écrit par Carl Sagan, donc. Et c'est l'histoire en fait. Alors c'est marrant parce que je viens de me rendre compte qu'il y a Matthew McConaughey dedans. Et en fait. Ça ressemble pas mal au scénario de Interstellar, mine de rien. Donc voilà, c'est rigolo qu'ils se donnent dans les deux films. Du coup, si vous avez vu Interstellar, je vous recommande largement ce film. Ça se passe plus sur Terre, avec des chercheurs de la NASA qui vont tenter d'entrer en communication avec une intelligence extraterrestre. Je m'en souviens pas trop, mais je sais qu'il y a une scène qui m'avait beaucoup marqué, justement parce qu'elle était super intense. Donc c'est un très bon thriller, à la fois de SF, et c'est aussi un film intelligent et mature. Et en parlant de thriller, de SF intelligent et mature, je crois qu'on n'a pas fait mieux
que Les Fils de l'Homme de Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón est un réalisateur, il me semble, espagnol, qui a déjà renouvelé la saga Harry Potter, puisque c'est lui qui a fait le 3e volet, Le Prisonnier d'Azkaban. Il a aussi fait Gravity avec Sandra Bullock, et récemment, il avait gagné un Oscar du meilleur réalisateur pour son film Roma, qui raconte son histoire avec sa famille. Mais Les Fils de l'Homme, c'est un film de SF d'anticipation où les hommes ne peuvent plus se reproduire à cause d'un virus ou je sais pas quoi. Et le héros, qui est joué par Clive Owen, vous avez peut-être vu dans Le Roi Arthur ou Sin City par exemple, se retrouve obligé de protéger la seule femme enceinte qu'on n'a pas vue depuis des dizaines d'années, quoi. Il porte littéralement avec lui l'avenir de l'humanité. Le problème, c'est qu'il doit traverser, je crois que c'est Londres ou je sais plus où, complètement dévasté par l'attaque terroriste en fait, et voilà, c'est super intense, c'est extrêmement violent, pas forcément gore, mais brutal et choquant. Je crois que le film a reçu pas mal de nominations aux Oscars. C'est ça, meilleur scénario, meilleure photo, et je pense meilleur montage ou meilleur effet sonore. Il y a des scènes dans ce film qui sont vraiment hallucinantes, parce que le réalisateur a pris le parti de filmer le plus possible en plan séquence. Et quand on a une course-poursuite qui dure genre 10 minutes, avec des balles de mitraillette qui fusent partout autour de la tête, avec des obus de tank qui explosent et tout, et la caméra qui suit l'acteur en train de courir partout, qui monte dans un immeuble avec les murs à moitié défoncés par les impacts de balles et tout ça, c'est vraiment impressionnant. Alors bien sûr, maintenant, c'est un peu plus monnaie courante, quoi. Mais il faut se remettre à l'époque, le film est de 2007, et on n'avait jamais vu ça. Franchement, c'est la maîtrise de la direction artistique et de la réalisation elle-même valent vraiment le détour. Alors, après ça, les films ont pas forcément été faits par des grands réalisateurs, donc ça me permet de faire une petite pause avant de terminer. On a Cube, qui est de Vincenzo Natali, et Cube, je pense que les gens le connaissent quand même, parce que c'est un film qui a beaucoup fait parler de lui à sa sortie, et qui a eu, je crois, 2 suites, que j'ai jamais vues. C'est un film, un thriller de SF assez original, puisque il y a un groupe de prisonniers, on ne sait pas pourquoi ils sont là, qui sont enfermés dans un cube géant, et pour sortir d'une pièce, devraient résoudre un puzzle mathématique. Le problème, c'est que chaque puzzle est mortel, et vers la fin, il ne restera pas grand monde. Et vu que tous les codes doivent être résolus par des équations mathématiques, j'apprécie les films d'horreur comme ça, où les gens doivent utiliser leurs neurones pour s'en sortir. Bon, je l'ai vu qu'une 2 fois, mais il m'avait bien marqué à l'époque. Il a reçu pas mal de prix, comme prix du public, grand prix de la critique, et ainsi de suite. Je pense qu'aujourd'hui il a un peu vieilli, mais ça reste une valeur sûre. Men in Black, alors j'hésitais à le mettre entre SF et comédie, celui-là, parce que c'est vraiment entre les deux. Réalisé par Barry Sonnenfeld, qui est aussi le réalisateur de La Famille Adams. Production designer, c'est Bo Welch. Et Bo Welch a beaucoup travaillé avec Tim Burton. La musique, c'est Danny Elfman, justement le compositeur attitré de Tim Burton. Le casting est génial, c'est un des films qui a fait exploser la carrière de Will Smith. Mais Tommy Lee Jones crève l'écran également. Je le présente pas forcément parce que c'est un film que tout le monde connaît. J'aimerais simplement dire que les maquillages ont été réalisés par Rick Baker. Et Rick Baker, c'est un des plus grands maquilleurs de l'histoire du cinéma 80-90, notamment pour son travail incroyable sur An American Werewolf in London, où, pour la première fois, on voyait la transformation d'un homme en loup-garou à l'écran, quasiment sans plan de coupe, quoi. C'était vraiment impressionnant. À part ça, voilà, c'est un film qui est vraiment génial, très drôle, très bien rythmé. J'aimerais dire que Men in Black 2 et 3, puisque c'est une trilogie, sont aussi bien que le premier. C'est pas le cas. Le 3 est vraiment sympa, je vous le conseille. Le 2, bon, il a été fait, je pense, avec des problèmes de studio, et il est pas à la hauteur de ses ambitions. Par contre, il y a aussi un autre qui est sorti qui s'appelle Men in Black, je sais pas quoi, et il paraît que c'est un gros navet. J'ai vu quelques extraits, ça m'intéresse pas du tout. Alors, Matrix, la trilogie, même s'il y a un 4 qui est sorti, je l'ai pas, et puis c'est un film qui est vraiment bizarre. Je sais pourquoi il en fait comme ça, mais j'ai pas trop envie de m'attarder dessus. Le premier restera toujours un modèle du genre. C'est un film qui est à la fois
extraordinaire par rapport à son ambition narrative et visuelle, puisque c'est un des premiers films qui a inventé le bullet time. Techniquement, le premier, c'est Blade, qui est sorti juste un an avant, mais Matrix, on l'a toujours considéré comme le père du bullet time, quoi. Tous les acteurs dans ce film sont vraiment excellents. On découvre Laurence Fishburne, qui avait déjà une bonne carrière dans les polars, mais pas forcément aux yeux du grand public. C'est aussi un film qui fait découvrir Hugo Weaving, qui fera ensuite Elrond dans Les Seigneurs des Anneaux, et notamment le personnage de V dans V for Vendetta. C'est aussi un film qui a redressé de manière vraiment impressionnante la carrière de Keanu Reeves, qui était un peu à la ramasse depuis Speed, qui fait déjà 1996, ça fait 3 ans, quoi. Le film a été réalisé par les frères, ou maintenant donc les sœurs Wachowski, et c'est vrai que quand on y réfléchit, il y a beaucoup de parallèles, en fait, de métaphores, d'allégories sur le transhumanisme dans ce film, des genres masculins et féminins dans la société moderne. Personnellement, moi, je suis un grand fan de ce film pour son aspect visuel et sonore. Oscar du meilleur montage, Oscar des effets spéciaux, Oscar surtout du design sonore qui a tombé par terre. D'ailleurs, le scénario de Dark City, si on le compare à Matrix, il y a bien sûr des différences au niveau du style et tout ça, mais le principe de base est extrêmement similaire. C'est un film qui s'inspire de l'animation japonaise, parce que si vous connaissez Ghost in the Shell de Mamoru Oshii et Masamune Shirow, grand classique d'animation japonaise, il y a des scènes de ce film qui sont plan par plan piquées de Ghost in the Shell. Et j'avais pris en fait des gifs de Matrix et des gifs de Ghost in the Shell, et je les avais alignés comme ça en colonne, et vous pouvez voir que c'était littéralement du copier-coller. Sans oublier que le chorégraphe de scène d'action est hongkongais, il s'appelle Yuen Woo-ping, qui a beaucoup bossé avec Jet Li à Hong Kong et tout ça, et donc il amène son expertise des scènes d'action dans un film américain pour une des premières fois. Donc c'est là qu'il a commencé à changer le style des combats, des scènes d'action à Hollywood. Et en parlant de changer le style des combats, le cascadeur qui qui double Keanu Reeves dans les scènes de combat dans ce film, c'est Chad Stahelski, et c'est lui qui deviendra donc 20 ans plus tard le réalisateur de la série John Wick. J'ai la trilogie dans la main, donc Matrix Reloaded, Matrix Revolution. Personnellement, les deux n'arrivent pas à la cheville du premier, ils auraient dû s'arrêter là, mais il y a quand même des bons trucs dans chacun, et il faut pas les dénigrer. La scène de l'autoroute dans le 2, elle a tombé par terre, quoi. Ils ont quand même reconstruit un pan entier d'autoroute juste pour filmer cette scène, donc le budget était faramineux, quoi. Et dans le 3, il y a des scènes d'action aussi qui sont très sympas, notamment par exemple quand il y a une fusillade, et pour éviter les balles, il y en a qui sautent au plafond, et donc qui sont pendus la tête en bas en tirant avec deux flingues. C'est quand même très intéressant d'un point de vue visuel. Malheureusement, ça se perd souvent dans les discours philosophiques à la mort moelleux, qui, pour autant, ont un bon fond. Si on écoute vraiment ce que les personnages disent, c'est vraiment intéressant. Malheureusement, comme c'est très lourdingue et très prétentieux et parfois assez mal écrit, quoi, un peu maladroit, autant passer en avance rapide certains dialogues et se concentrer sur les scènes d'action. Voilà. Donc à voir, mais le premier est clairement au-dessus du lot.